Bon, je sais qu'on vient d'entrer en février. C'était les vacances pour moi, mais ça reste quand même un sujet d'intérêt. Janvier était le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Or, l'Alzheimer, on devrait en parler 12 mois par année parce que, les besoins sont grandissants, il y a le vieillissement de la population et donc forcément aussi une hausse des demandes aux différentes sociétés Alzheimer au Québec, dont celle qui a pignon sur rue, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, faisons le tour de la question. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Société Alzheimer au Richelieu, Nathalie Mercier. Bonjour. Allô, Éric. Accompagnée d'Élisabeth Mercier, qui est la coordonnatrice au programme de soutien à la Société Alzheimer au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, ce mois de sensibilisation, Nathalie, permet toujours de refaire une mise à jour, de regagner un peu de visibilité, d'en parler publiquement. Début 2024, quelle est la situation de l'Alzheimer et des sociétés Alzheimer en général? Bien, c'est certain qu'on remarque toujours une croissance continue de tous les besoins, les demandes. Les gens nous découvrent de plus en plus. Donc, les demandes sont plus pressantes. On essaie aussi d'être présent dans une phase plus précoce de la maladie, donc en phase début de la maladie, mais en précoce aussi pour des gens qui sont en deçà de 65 ans, puisqu'on sait que les gens veulent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Là. On est un peu plus en amont là, maintenant qu'auparavant, où la Société Alzheimer était surtout du répit. Là, on va être vraiment dans l'accompagnement, le cheminement, et on s'en vient aussi avec des projets de prévention. Bon, quand on regarde les statistiques, on dit qu'en 2024, puis on sait au Québec, on est rendu 9 millions, là, ça fait pas tant longtemps. Donc, il y a plus de 170 000 Québécois, Québécoises qui vont recevoir un diagnostic d'un trouble neurocognitif majeur. Donc, 170 000 par année. Oui. Ça fait du monde. Puis on dit aussi, autre statistique, dès l'âge de 65 ans, le risque de développer un trouble neurocognitif double à tous les 5 ans. Et on le sait, d'ici 2040, le nombre de personnes atteintes sera plus de 300 000. Donc ça, ce sont des chiffres, mais ces chiffres-là, vous, c'est des humains que vous avez devant vous, c'est des familles Voilà. qui sollicitent votre aide. Vos propres statistiques locales indiquent quoi comme tendance? Élisabeth pourra certainement répondre, puisque c'est elle qui tient les chiffres? Non, mais qui a le contact premier avec ces familles-là. Là, mais oui, l'augmentation est régulière. Il y a des sphères où on a pratiquement doublé le service, là, notamment. La demande est là, tout à fait. Notre clientèle générale est souvent située dans la 70aine, mais de plus en plus, là, on a l'intérêt d'apprendre, de se préparer de leurs enfants. Donc, tous les gens qui sont dans les proches aidants, dans la cinquantaine, mais de plus en plus de diagnostics précoces là, autour de la soixantaine. Donc, il y a un mouvement, puis il y a beaucoup de demandes là, de plus en plus. Beaucoup de bouche à oreille de nos services. On essaie d'être un petit peu partout, là, justement, pour sensibiliser la population que ça existe, tous ces programmes-là, tous ces services de formation-là pour les accompagner dans le quotidien. Vous êtes combien à la Société Alzheimer pour s'occuper des services? Le dernier décompte que j'ai fait la semaine passée, on était 47. 47 47 employés actifs. employés. Actifs, oui. Wow, 6 bon, en ça. congé de maladie pour diverses raisons. Bon. Et vous touchez ou vous livrez des services à combien de personnes ou de familles? Bien, si on parle de répit, on parle de 250 familles qui reçoivent du service de répit, soit à domicile ou en centre d'activité. C'est 40 000 heures de répit qui sont offertes par année. Mais c'est pas là où il y a eu le bon. Le bon est vraiment dans tout ce qui est l'écoute, l'intervention psychosociale, l'accompagnement. Les groupes de soutien, c'est là que les bons ont été majeurs. Là, certaines sphères là, où il y a pratiquement doublé là, comparativement Bien, c'est aux ça. années précédentes. Donc, vous voyez une tendance à la hausse Oui. dans les demandes qui vous sont adressées. Oui. Tout à fait. Dans la dernière année, on a eu 1500 interventions de fait, que ce soit pour le premier lien, donc d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais aussi de l'accompagnement dans les démarches, que ce soit là, dans les débuts du diagnostic, dans le réseau de la santé, comment s'orienter pour en apprendre davantage sur la maladie, ou bien là, une approche vraiment là, directe dans leur quotidien.
Bon, pour ce qui est de la maladie en tant que telle, il n'y a toujours pas de médication miracle qui a été trouvée. La recherche continue. Est-ce qu'il y a quand même des avancées? Est-ce qu'on vous communique sur le plan médical il y a des, beaucoup de des recherches, avancées? beaucoup de recherches qui est faite actuellement. Oui, on cherche des médicaments, mais la recherche tend actuellement à vraiment agir sur les facteurs les facteurs de risque. Là. On veut vraiment travailler là-dessus pour éviter justement l'apparition trop tôt ou trop soudaine de la maladie. Donc, les facteurs de risque qu'on connaît tous, là, que ce soit l'alimentation, les surconsommation de drogue, alcool, les chutes, hein, les coups à la tête, le manque d'exercice, le manque d'oxygénation, c'est tous des facteurs de risque là, qui sont très élevés pour développer la maladie d'Alzheimer. Bon, vous arrivez aujourd'hui avec la présentation d'un projet pilote qui s'appelle Esprit en action. De quoi s'agit-il? Oui, donc, dans le fond, Esprit en action, c'est originalement de la Société Alzheimer de l'Ontario. Donc, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer a repris ce projet-là, puis ont décidé de mettre sur place un comité consultatif dont j'ai fait partie. De là, ils l'ont retraduit, puis on a adapté aussi le programme pour rejoindre notre clientèle plus dans la prévention. Donc, les gens qui ont récemment un diagnostic, donc qui seraient en stade léger, leurs proches aidants, donc leur entourage qui leur prennent soin, puis aussi les personnes qui ont des facteurs de risque, donc quelqu'un qui ferait du diabète, de l'hypertension artérielle ou tout autre facteur que Nathalie vient juste de nommer. Ce programme-là s'adresse à eux. Le programme, c'est vraiment pour agir sur les facteurs modifiables. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour prendre action, pour agir, pour avoir une certaine sécurité, une certaine tranquillité d'esprit, à savoir j'ai fait tout ce que je pouvais. De quelle façon ça s'articule ou ça s'exécute là, dans votre travail au jour le jour à la Société? Oui, donc dans le fond, le programme plus spécifiquement, c'est sur 8 rencontres de 2 heures, donc à la fréquence d'une fois semaine. Puis, il y a un mélange d'activité physique et d'activité sociale. Donc, il y a vraiment 1 heure qui est accordée à de l'activité physique faite en groupe, animée là, par nos formatrices, qui va aller de l'aérobie à l'étirement, de l'échauffement, donc vraiment une variété. Puis ensuite, il y a un volet d'activité sociale, donc plus des discussions sur les thématiques, là, comment prendre soin de soi, l'autogestion de la santé, le bonheur, comment, donc tout vraiment des facteurs là, pour agir dans son quotidien. Donc, dans le programme, oui, mais le but, c'est de le mettre en place dans son quotidien régulier là, pour vraiment agir sur ces facteurs-là. Je reviens à l'équipe où on parle de 47 employés actifs. C'est une mini-entreprise, c'est une entreprise d'économie sociale. Comment on arrive à opérer, à se financer? On le sait, bon, le nerf de la guerre, c'est malheureusement l'argent. Avez-vous des dons planifiés, des subventions gouvernementales? Bref, quel est le modus operandi du financement de l'organisme? Bien, la question est bonne. Premièrement, on a 15 subventions différentes. 15. 15 subventions qui égalent aussi 15 projets différents. Donc, oui, tu as raison quand tu dis que c'est une entreprise. C'est de la gestion, ça, juste des programmes, là, c'est beaucoup de gestion. Il y a beaucoup de gestion. Donc, des programmes de soutien, programmes de répit, programmes de formation, On a vraiment là, plusieurs sphères d'action. Donc, 15 projets spécifiques auxquels on doit faire des redditions de comptes. On a bien sûr aussi tout notre financement, autofinancement par nos marchés de Noël, la marche de la mémoire qui va avoir lieu au mois de mai. Il y a un radioton aussi qui va avoir lieu là, la semaine prochaine dans les stations de métro puis les grandes stations de radio. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait en ce sens, mais c'est sûr que le programme de soutien aux organismes communautaires doit augmenter le financement. Là. On commence à avoir un sérieux problème de financement. Bon, vous avez réagi au rapport de la commissaire Joanne Castonguay, là, qui avait été mandatée par le gouvernement, qui est la commissaire à la santé et au bien-être. Vous dites que c'est un rapport inquiétant, mais qui est sans surprise à l'égard des soins et des services de soutien à domicile. On parlait de répit tantôt, mais il y a d'autres choses aussi. Oui. En quoi, pour vous, ce rapport-là vient un peu confirmer ce que vous saviez déjà au fond? Là? Bien, tout d'abord, le gouvernement a investi énormément d'argent dans les maisons des familles, dans les résidences, souhaite homologuer les résidences là, au public et tout ça. Mais les gens ne veulent pas aller en résidence et le facteur de manque de main-d'œuvre fait en sorte que la maison des familles ne peut pas offrir le service qui était prévu.
Elle n'est toujours pas ouverte, la maison. Là. La maison des aînés, là, sur La le maison, boulevard c'est ça. Saint-Luc, Je là. dis la Ouais. maison des familles, excusez, la maison des aînés, effectivement. Maison des aînés, mais qui ultimement aide les familles. Ouais. Il y a 65 milliards d'argent qui a été investi là-dedans. Là. Puis c'est un bâtiment qui est vide. Nous, on n'a aucun problème de main-d'œuvre. Au contraire, les gens, je reçois des CV à tous les jours pour venir travailler à Société Alzheimer, mais je n'ai pas le financement pour payer les opérations de l'organisation. Là, l'an dernier, depuis 1 an et demi, là, qu'on a instauré la facturation pour le service de répit, ça, c'est un des problèmes des 6 paliers de services qu'on a. Avec la facturation, on est venu pallier ce problème-là. Ce que vous dites, c'est que dans le rapport, on dit, bien oui, le gouvernement a investi des sommes additionnelles pour le maintien à domicile, mais en même temps, les besoins ont augmenté. Fait qu'au final, Et les gens on arrive à un point d'équilibre, là. ne veulent pas aller en hébergement. Les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Alors là, on investit dans des structures où on n'a pas la main-d'œuvre, donc les bâtiments sont vides, ils ne servent pas. De notre côté, nous, on a une surcharge de travail. Les demandes... Donc, pour vous, la clé de l'affaire, ce serait davantage d'investir dans des organismes à but non lucratif qui sont de premier niveau, disons, de services directs à la population, plutôt que d'investir dans des bâtisses vides. Bien oui, oui. Puis le partenariat entre le système de la santé et les organismes communautaires doit être d'autant plus ficelé pour assurer le continuum que la personne qui a un besoin... On n'est pas des travailleurs sociaux, là. On n'est pas des médecins, on n'est pas des neurologues. Jamais on pourra faire ce travail-là. Par contre, si la personne ne réussit pas à avoir un médecin de famille, pour après avoir une prescription pour rencontrer un spécialiste, pour être diagnostiqué, bien, s'il s'est passé 2 puis 3 ans, on n'est plus là, nous, dans la phase précoce ou dans la phase légère de la maladie. Autre chiffre que vous mentionnez dans cette communication, c'est de dire que les soins à domicile correspondent à près de 11 des besoins Voilà. et que les soins à domicile coûtent environ 14 000 par personne par année versus pas loin de 100 000 en CHSLD. Pour une personne. Pour une personne. Voilà. Donc, nous, en ayant les subventions, c'est fabuleux parce que c'est le fondement même de tout organisme, mais les subventions ne financent pas les opérations. En terminant, Elisabeth, peut-être nous rappeler quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui, malheureusement, soit elle-même ou une personne de son entourage va avoir un diagnostic là, prochainement d'une maladie qui s'apparente à l'Alzheimer, qui rentre en contact avec vous à la société. Quelles sont les premières démarches? Les premières démarches, bien, c'est d'encourager à faire appel aux organismes qui sont là pour eux. On a beaucoup de services, on a beaucoup d'offres, puis rester seul avec ces situations-là, c'est pénalisant. Donc, d'aller au-devant, puis d'aller s'informer. De là, on présente tout ce qui est possible pour eux, puis de démontrer l'accompagnement qu'on peut faire tout au long de la maladie. Et non pas de dire « Ah, je vais attendre, ou je vais attendre d'aller moins bien ». C'est malheureusement prendre ça d'emblée et vous contacter. Oui. Puis déjà là, dès le premier pas, il y a un sentiment d'appartenance. Donc, Bien, à vous deux, un gros merci. Bonne chance pour la suite, puis en souhaitant qu'on ait pu... disons, sensibiliser les gens, bien sûr, à l'Alzheimer et à vos défis et vos enjeux. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.